vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est lundi, et qui dit lundi, la veille du mardi. Voilà, ça c'est l'info du jour. Exactement. Bravo Cécile. Bonsoir, merci Philippe. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Cécile de Ménibus. Je suis en train de regarder vos muscles, dis donc, vous n'auriez pas apporté des meubles vous ce week-end? Si, je suis le Schwarzy du déménagement. Dis donc, vous avez incroyable cette chemise qui vous sied à ravir maintenant avec des muscles. Pourquoi il n'y en avait pas vendredi? Ça taille, ça commence à tailler. Il y en avait moins. Non mais je vous scanne, je regarde. Je sais si vous avez passé un bon week-end, si vous avez beaucoup mangé, si vous avez porté des trucs. Pour me scanner à ce point, IRM, ça doit vouloir dire le M de fin du verbe Ménibus, c'est ça? Exactement. Imagerie radicalement ménibusienne. C'est exactement ça, Philippe. C'est une vraie équipe. Hein. Oui. Ah ça j'adore. C'est presque ça. Vous le voyez en train de tirer des bûches dans la neige, il n'y a pas encore de neige. Bien sûr. Mais après, il va se radoucir la vie avec. Oui, mais avec un saucisson entier, un Jésus. Il tire 2 meubles, il bouffe 4 saucissons. C'est un peu le tarif. J'adore. En tout cas, attention, il cherche une connerie. J'avoue qu'une petite saucisse de Lozère hier soir pour sortir de Lozère. Attendez, on a d'abord avant de manger, on a un métier. Et un petit côté nous allons mettre en place. Allez les amis, on y va. Le sommaire de cette émission, c'est le grand débat du jour à 17h30. 3 députés macronistes, dont 2 anciens ministres, en appellent à céder les participations de l'État dans une entreprise pour faire face au déficit. Que faisons-nous encore dans Orange, Stellantis et la FDJ, s'interroge Gérald Darmanin, Olivia Grégoire et Mathieu Lefebvre dans la tribune du dimanche. Le ministre des Comptes publics, Laurent Saint-Martin, se dit prêt à en discuter. Alors parlons vrai. Est-ce que vendre des participations de l'État dans des entreprises cotées est une bonne chose pour vous? Ou est-ce que vous pensez que, vu notre état d'endettement, on n'en est pas arrivé à vendre les bijoux de famille? Et à cette question, pour réduire le déficit et la dette, l'État doit-il vendre ses participations dans des entreprises? Vous dites non à 65%. Vous voulez réagir? On attend vos appels au 0826 300 300. Et le coup de projecteur des vraies voix à 18h30. La Cour des comptes dresse un portrait inquiétant de la police de Marseille. Malgré les annonces, le nombre de policiers a baissé de 4,5% dans la 2e ville de France. Sous la présidence d'Emmanuel Macron, la police a connu plus de départs que d'arrivées. La Cour des comptes évoque une police marseillaise dépassée par l'ampleur du trafic de stupéfiants. Alors parlons vrai. Est-ce que Marseille est encore une ville où règne l'état de droit? Est-ce que la situation est encore rattrapable? Et à cette question, Marseille est-elle abandonnée au crime organisé? Vous dites oui à 95%. Vous voulez réagir? Vous habitez Marseille ou la région, ou vous l'avez quitté parce que vous n'en pouviez plus? Venez témoigner au 0826 300 300. On vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix stupéfiantes du lundi. On est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et donc vous les avez entendus déjà. Philippe Bugère est avec nous. Bonjour ma chère Cécile. Bonjour, mon cher Philippe. Bonsoir Françoise Debois. Salut ma chère Cécile. Bonjour mon... Ça m'accroche un peu, mon cher Philippe. Oui, c'est dur, cher. C'est pas facile. Heureusement, ici, il est gratuit ici, donc c'est bien, c'est mieux. Bruno Pomar est avec nous. Alors, vous m'avez mis des poids lourds là en face. Enfin, façon de parler quand je dis poids lourds. Oui, bien sûr. Le VR, ça va être dur pour moi aujourd'hui. Mais non, Bruno Pomar. C'est une bonne méthode, ça, de jouer la fausse modestie. Parce qu'ils vont pas oser m'attaquer. Oui, surtout quand on a été champion de lutte et fondateur du RAID. C'est-à-dire que je sais pas qu'est-ce qu'on a, le tropisme du RAID ici entre Bruno Pomar et Fauvert. Je sais pas qu'est-ce que vous avez avec le RAID. Est-ce qu'il y a une nécessité par rapport aux participants à cette émission? Est-ce que ça les rassure. Pose une question sur le RAID. On préfère les hommes en RAID que Cécile. C'est vrai ça va pas, non? Mais oui, comme la justice. Comme la justice, bien entendu. Et là, je rebondis sur Philippe Bugère. Tu rebondis pas trop quand même, n'exagère. Allez, on y va. 0826 300 300, parce qu'on n'est pas seul, nous avons des oreilles qui nous écoutent. Julien qui est avec nous de Viry-Châtillon. Bonsoir Julien. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Et votre coup de gueule aujourd'hui, c'est la montée du féminisme radical. Tout à fait, oui. C'est en fait, on voit chez les hommes, en fait, une montée. Le féminisme radical est en train de détruire ce que le féminisme a fait depuis 30 ans, en voulant toujours plus, en devenant oppressif, en devenant agressif, et fait malheureusement monter le masculinisme qui est un moyen de défense en face de la partie adverse. Et en fait, au lieu de calmer le jeu et d'essayer de réunir les choses, c'est en train de cliver complètement dans la société, quoi. Et ça devient dramatique, quoi.
Oui, Philippe Bilger. Cet auditeur est très fin. Si je risque d'être trop long, je suis assez d'accord avec lui et je crains pour le jeu tout à l'heure. Ah oui, Moi, ça c'est sûr. je suis pas du tout d'accord. Enfin, je veux dire, le féminisme a toujours été radical. Vous savez, quand vous faites le procès de Bobigny, on s'en souvient pas parce qu'on était tous trop petits. C'était très, très, très radical. Gisèle Halimi était très radicale. Les 343 salopes, le manifeste était très radical. Il y a rien de neuf sous le soleil et je pense que Sauf que ça ne se voyait moins. Non, mais ça, ça, c'était incroyable. féminisme. C'est pas vrai. C'était la une de tous les journaux avec Romy Schneider qui avait signé, Jeanne Moreau. Mais si, Cécile. C'était pas tout le féminisme, Mais François, c'était même à c'était l'époque. le MLF. Vous savez, elles allaient oui, tailler. bien sûr. Mais c'est elles qui ont obtenu. Donc, moi, je ne vois pas en quoi. Je vais pas commencer à dire, oh, les pauvres petits choux, les pauvres petits garçons qui, d'un seul coup, se révoltent en étant masculinistes. Non. Voilà, il y a des droits encore à conquérir et vive les femmes. Et quel que soit le féminisme, il est radical et il déborde. Voilà, c'est normal. Bruno Ça Pomar. s'appelle les luttes. Moi, je crois qu'on en a fait un peu trop et je crois que c'est parti à partir de hashtag MeToo, ça. Très Ça, bien, c'est- MeToo. Moi, ça, je suis à fond oui, pour mais, MeToo. à un moment donné, si tu veux, excuse-moi Françoise, mais on a passé des limites qui Non, sont plus lesquelles acceptables Je dans ce vois domaine-là. pas. Lesquelles Tout simplement Allez, sur les allez, violences faites aux Françoise, femmes. laissez-le parler, Tu prends quand même. les violences faites aux femmes, je veux dire, oui. tout le monde prend la partie de façon très sérieuse. Il y a plein de choses qui ont été faites dans ce sens. Pas assez, Mais non, la mais preuve. il faut arrêter sans arrêt, je veux dire, de tourner autour de la femme, symbole de notre société. Ben, la femme, c'est Mais oui, mais- l'autre moitié du ciel, disait Ben le président oui, mais- Mao. Tant que vous n'accepterez pas ça, évidemment, Mais on n'y on arrivera accepte, jamais. on accepte. la Mao, preuve vous que avez non. des sources. Mais non, mais Ouais. parce que c'est une des seules choses intelligentes vraiment qu'il ait dites et acceptables, je veux dire. Non, C'est mais je crois l'autre qu'on est moitié du on est ciel. quand même Exagérons beaucoup pas. dans l'excès maintenant. Mais non, Ouais. on n'est si, pas dans mais l'excès, si. c'est parce que ça vous bouscule, ça Si, vous enlève du Françoise. pouvoir. Mais me dis pas si, moi je te dis que je suis à fond pour MeToo, je pense que MeToo a tout réveillé, je pense Eh que ben, c'est très important. Puisqu'il y a une autre femme à cette table, je trouve effectivement ça ça va vraiment trop loin. Voilà. Bah, ça, c'est... mais, non, mais je voilà. sais, je Et je connais trouve très bien que les femmes le comme côté Cécile de Médicis. vindicative. Ma copine Elisabeth Lévy est pareille, et je veux dire, elle donne assez souvent raison aux hommes, et moi je ne suis Non, pas comme ce qui ça. ce qui n'est pas mon cas. Je parlais à Elisabeth, je pense que Ce qui vraiment... n'est pas mon cas. Je pense que vraiment on n'a pas à se battre entre féministes. Ah, c'est le vrai féminisme, féministe, Isabelle, mais je veux dire, voilà, il y a des droits encore à conquérir. On peut dire que le débat est raide. Hein. Tu sais, je vais te donner un exemple. Non, je vais te C'est donner un fini, exemple. c'est fini. Pour lui rappeler, dans Allez. le prise de pouvoir dans les entreprises, etc., au ministère intérieur, il y a un paquet de femmes qui sont directrices de service. Oui, Je pense à d'accord. Céline Berton, par exemple, patronne de la DGSI, D'accord, oui. la Et directrice alors, générale. et donc Ben, ça veut dire que les femmes ont leur place dans la Mais société. elles en Plus ont de qu'elles plus ne en l'ont- plus. Mais qu'elles bien ne sûr, l'avaient pas, mais est-ce excuse-moi. que ça enlève, je ne parle pas que de la on va société, pas vous donner tout les le- violences faites aux femmes, est-ce que ça enlève cela? Les homicides, les Françoise, féminicides Françoise, ont allez. baissé? Pas du tout, donc arrête. Quoi. Mais parce que Françoise, les gens ne on se a, déclarent on pas. a a passé tous le temps. le droit Pardon. d'avoir une opinion sur ce sujet Oui, qui c'est divise génial. et on le C'est sait. excellent. En attendant, vous restez avec nous, Julien. 0826 Va être 300 fort, 300 et Julien. bien sûr, on garde Julien. Bien sûr. Dans un instant, le réquisitoire du procureur. Mon cher monsieur le procureur. Plusieurs budgets possibles apparemment pour combattre celui proposé par Michel Barnier. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h. Enfin, si on y arrive, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix. C'est une chorégraphie avec bien évidemment Cécile de Ménibus qui entame une chorégraphie quasi jacksonienne, Philippe Bilger avec on va dire un veston qui lui donne un côté, je sais pas, un peu. En hiver, C'est pas l'hiver, c'est l'automne, cher ami. Mais vous embêtez pas, dites les noms, c'est tout. On va gagner Philippe du temps. Bilger, Françoise Degois et Bruno Pomar. Voilà. C'était bon d'être là. Allez, puisque demain on y est encore. Allez, dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Après, il Mathieu. t'explique où est-ce qu'il est fabriqué, comment il l'a acheté, que lui Ah bah oui. aussi il avait failli en Ouais. acheter un il y a Parce que- 4 et ans. qu'il avait mangé dessus et qu'il y avait une tache. Et qu'au Voilà, Cap c'est ça. d'Agde, il l'a pas fait parce Dites tout qu'il de n'y avait suite pas que je mange besoin. salement. Non, allez, dans les 3 mots dans l'actu. Bonsoir Félix Mathieu, de quoi Bonsoir. parle-t-on? De la Bonsoir. bataille du budget. La bataille du budget commence ce soir avec l'examen de la motion de rejet préalable de la gauche, de Donald Trump aussi, qui se la joue employé de McDo pendant qu'Elon Musk distribue de l'argent à tour de bras pour le soutenir. Et puis du Doliprane qui va bien passer sous pavillon américain, mais l'État français entre au capital 1 ou 2% en assurant avoir eu des garanties en 3 mots, rejet, McDo et Doliprane. On en parle dans un instant tout de suite. La voix est au procureur. Les vraies voix Sud Radio. Le réquisitoire du procureur.
Philippe Bilger. Monsieur le procureur qui veut requérir sur ce que j'appellerais 50 nuances de budget. Voilà, lorsque j'ai choisi ce thème pour le procureur, je n'ai pas voulu laisser croire, ma chère Cécile, c'est un dialogue un peu singulier que j'ai avec vous, que j'étais très compétent dans ce domaine, autant que dans le domaine de l'automobile. Mais c'est que j'ai constaté que Manuel Bompard a dit que un autre budget était possible. Et ce qui m'a frappé, c'est pas cette phrase de Manuel Bompard qui le pense certainement, mais les dissidences qui existent au sein même de la droite républicaine, de la part de Philippe Juvin par exemple, et surtout David Lisnard. Donc je pose la question aux spécialistes impartiaux, est-ce que réellement Michel Barnier et son ministre de l'économie et du budget avaient un autre choix que ce projet de budget qui, à l'évidence, est très, très contesté. Françoise. Alors, il est très contesté. Ce qui est très intéressant, ce que racontent les copains dans la commission des finances, de droite comme de gauche d'ailleurs, c'est intéressant de voir comment le groupe macroniste aussi se déchire à l'intérieur. Hein. Ils n'ont pas du tout la même sensation. Le MoDem est très sur le budget plutôt du nouveau Front Populaire. Oui, il y avait un autre projet. L'autre projet, c'était de partir dans la politique, si vous voulez, de la demande, c'est-à-dire soutenir la croissance populaire, la consommation populaire, c'est-à-dire redonner du pouvoir d'achat. On connaît tous par cœur le projet de la gauche, il était différent, mais après sur les nuances, je suis absolument d'accord avec vous, parce que le problème des députés, c'est que dans un an, au maximum, il y a 90% de chances pour qu'il y ait une nouvelle dissolution. Comment les députés de droite vont revenir dans leur circonscription avec un tel budget? Comment les députés macronistes vont revenir dans leur circonscription avec un tel budget? Tout le monde a peur de sa suite politique, parce que ce budget, on sait très bien, il n'y a pas de surprise, il va passer au 49.3, la motion de censure sera rejetée, et de toute façon, chacun va porter comme une croix, et notamment la droite, l'augmentation des impôts, des taxes pour la future campagne législative. Tout le monde le sait, mais personne ne fait autrement. Donc qu'est-ce que vous voulez? Bruno Pomar. Bon, moi, je suis quand même inquiet parce qu'on parle toujours de récupérer des taxes et de récupérer un maximum de pognon, mais on ne regarde pas tout ce qui est autour, c'est surtout de réduire les dépenses de l'État. Et c'est structurel. D'abord, le déficit est structurel. Donc, même si on pique du pognon comme ça, c'est juste pour enflouer un petit peu la caisse, mais structurellement, je veux dire, ça ne va rien changer. Le problème, c'est qu'il faut qu'on change totalement notre façon de fonctionner et que, visiblement, les politiques au niveau national, comme au niveau local, je le vois moi en tant que petit maire du rural, c'est que les communautés de communes. Je regardais tout à l'heure, quand tu prends le truc, les villes, les métropoles, les régions, les départements, les COMCOM, les communautés d'agglo, etc. Tout ça, ça bouffe un fric monstre. C'est le 10 000 feuilles. Mais c'est surtout des fonctionnaires et tout un tas de... Et comme les politiques ne veulent pas là-dessus, parce que c'est un élément politique pour eux, quand ils embauchent des gens, évidemment, c'est le truc... Ça a été la facilité chez les socialistes, d'ailleurs, d'embaucher beaucoup. N'importe quoi. La droite, c'est pareil. La droite, c'est pareil. Non, Françoise, mais arrête. Tu me dis de pas répondre, mais enfin, tu veux que je te montre les communes et les collectivités locales de droite, les régions... Mais la gauche a été un grand spécialiste là-dessus, crois-moi. Mais la gauche, tu veux que tu parles annoncer des trucs comme ça au doigt mouillé. Non, mais sinon tu peux pas le faire. Mais t'as pas le droit de faire ça. Structurellement, c'est là qu'on va trouver les moyens de réagir. C'est-à-dire réduire de 5 000 postes peut-être les fonctionnaires. Ça coûte un fric monstre, c'est le cas de dire. Mais oui. Allez. Franchement, oui. Arrête avec les franchement, t'as aucun chiffre qui est haïssant. Allez, tout de suite, les trois mots dans l'actu. Je vais te montrer les collectivités de droite. Max, s'il vous plaît, merci. Voilà, on va gagner du temps. Allez, trois mots dans l'actu, c'est Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Trois mots dans l'actu qui sont rejet, McDo et Doliprane. La bataille du budget commence donc officiellement ce soir à l'Assemblée nationale avec l'examen d'une motion de rejet préalable déposée par la gauche. Une bataille qui pourrait bien se clôturer par un 49-3. Aux États-Unis, Donald Trump sert des frites dans un McDo, traite sa rivale de vice-présidente de merde pendant qu'Elon Musk distribue $1 million par jour à ses supporters dans la dernière ligne droite. Et puis dans ce contexte prometteur outre-Atlantique, le Doliprane va bien passer sous contrôle américain, mais l'État français va devenir actionnaire minoritaire à 2% et le gouvernement assure avoir eu des assurances sur le maintien de l'activité en France. Les vraies voix Sud Radio.
C'est le nerf de la guerre, comme on dit parfois quand on parle de gros sous. La bataille du budget s'annonce ce soir à l'Assemblée nationale. Ça va commencer ce soir. Coup d'envoi à 21h30. Un test pour la fragile coalition Barnier, macroniste, LR, où chacun tente de faire entendre sa voix. Mais tout va commencer donc par l'examen d'une motion de rejet préalable déposée par la gauche. Une autre politique fiscale est possible, justifie ce matin le porte-parole du PS et président du département de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel. Sur la taxation, par exemple, des rachats d'actions, de la justice fiscale, je pense qu'il y a des majorités possibles dans l'Assemblée nationale. Et on a entendu un certain nombre de parlementaires centristes, on a entendu un certain nombre de parlementaires du MoDem, y compris pourquoi pas chez certains républicains, de faire en sorte qu'on mette plus de justice fiscale. Cette motion de rejet, a priori, elle n'a pas beaucoup de chances d'aboutir. Parce que le Rassemblement national sera la béquille de ce gouvernement. Le Rassemblement national qui tente depuis quelques années de faire croire aux Français qu'il serait un défenseur des catégories populaires, on va voir l'illustration de la réalité de son projet à travers ses votes. Stéphane Troussel du PS au micro de Patrick Roger ce matin sur Sud Radio. Une réaction, Françoise, peut-être. Oui, bien sûr. Moi, j'entends tout ce qui est dit. On va en reparler parce qu'on va en manger non-stop. Mais évidemment que, encore une fois, le vernis social du RN va craquer. Vous savez, le délire du Rassemblement national qui consiste à dire oh là là, ce budget est affreux, on va pas le voter. Donc la motion, vous allez la voter pour empêcher qu'il soit appliqué. Ah ben non. Quand même, parce qu'on est des gens responsables. Ça peut tenir encore une fois, 2 fois, 3 fois. Ça peut pas tenir comme les impôts pendant des mois. C'est pas Philippe possible. Bilger. Non. Non, encore une fois, tout ça va passer au 49.3. Il n'y aura même pas besoin de discuter des heures et des heures. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir la cohérence politique. Vous savez, les Français, on prend les Français pour des andouilles. Il n'avait pas dit qu'il n'y aurait pas de 49.3 ? Oui, alors ça, il n'a pas de votre choix. Là. D'un seul coup, je comprends Michel Barnier. Mais on va laisser débattre et puis après, ça va tomber. Il ira au Sénat. On me dit que c'est mercredi, peut-être, un 49.3, dès mercredi. Et deuxième mot, McDo. Il est beaucoup question de 2 semaines. Il en est beaucoup question à 2 semaines du scrutin aux États-Unis. Oui, quand Donald Trump se la joue, Ronald Trump en l'occurrence, il s'est affiché à la friteuse au comptoir d'un fast-food de Pennsylvanie, ne se privant pas au passage de dire aux clients du drive tout le mal qu'il pense de sa rivale Kamala Harris. J'ai travaillé chez McDonald's, j'ai travaillé 15 minutes de plus que Kamala ici. Elle n'a jamais travaillé ici, répète-t-il à des gens qui étaient juste venus chercher leur menu Best of Big Mac. Ils n'avaient rien demandé. Car oui, il l'accuse, sa rivale démocrate, il l'accuse de mentir quand elle affirme avoir travaillé chez McDo dans ses jeunes années. Il l'a aussi traité, je cite, de vice-présidente de merde. En retour, Kamala Harris, la classe. Kamala Harris lui reproche en réponse d'avilir la fonction présidentielle qu'il a occupée par le passé. Dans ce contexte, à presque 2 semaines du scrutin, cette annonce d'Elon Musk, il met sa fortune dans la balance. Il annonce que pendant 2 semaines, il va tirer au sort chaque jour quelqu'un qui va gagner $1 million parmi les habitants des États bascules qui ont signé la pétition de soutien à Donald Trump. Je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle acheter des voix quand même. Oui, mais on peut dire que cette campagne à la frite, Philippe Bilger. 2 choses. D'une part, je ne suis pas persuadé que l'épisode des frites ne soit pas important pour certains électeurs. Il ne faut pas les surestimer. Deuxième élément, on vilipende la politique française, elle peut être grossière et vulgaire, mais on a un Donald Trump qui l'est tout le temps à l'égard de sa concurrence. C'est odieux. C'est je pense que oui. Après, mais Kamala Harris a vraiment baissé, c'est-à-dire il y a eu un élan, maintenant tout s'est rééquilibré. Ça coûte ses frites. C'est très joli. C'est complètement incertain dans les swing states, donc c'est vraiment un vrai sujet, mais je suis d'accord avec Philippe. Vraiment, qu'est-ce qu'il va chercher comme voix, à part complaire à ceux qui vont déjà voter pour lui? Il est effrayant en fait, ce bonhomme. Il est usant en fait. Il est usant. Tous les moyens sont bons, quoi. En fait, fait du populisme à bloc. Il ne sait pas comment s'opposer aux femmes. Oui, mais c'est pour ça, il fait du populisme. C'est du populisme pur, quelque part. Ça y est, monsieur Pomar, vous avez fini de rigoler, de ricaner bêtement. Vous avez entendu la troisième mot. Oui, il a les sondages qui s'effritent. T'as qu'à avoir un coup, Pomar. Un coup, Pomar. Ce jeu de mots est un peu vain. Attendez, on y va, les amis. Allez, troisième mot, parfois il faut en prendre quand on a abusé des frites. Le Doliprane va bien passer sous contrôle américain?
Mais l'État français va entrer au capital. On est sauvés. On a droit de dire. Sanofi a finalisé la vente de cette filiale Opella qui produit le Doliprane au fonds d'investissement CDR. Le groupe américain va donc acheter 50% des actions, mais oui, l'État français va prendre 1 à 2% via la Banque publique d'investissement. Le gouvernement dit avoir obtenu des garanties extrêmement fortes sur le maintien de l'activité et de l'emploi en France. Mais le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, se montre sceptique ce matin. Soit il est naïf, soit il prend les gens pour des imbéciles, parce que c'est pas avec 1% de participation dans le capital que l'État aura quelques mots à dire sur les décisions stratégiques qui seront prises par le groupe. Vous savez, c'est des Ils ont obtenu des milliers engagements d'emplois qui sont concernés. Les engagements, le problème, c'est qu'on nous l'a déjà fait. Au moment, par exemple, où General Electric a racheté Alstom, on nous a dit qu'il y a des engagements pour que l'emploi reste en France et les activités restent en France. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Il faut bloquer la vente. On a une possibilité, ça s'appelle le décret Montebourg, c'est-à-dire on refuse que des secteurs stratégiques passent sous pavillon américain, puisque là, en l'occurrence, c'est un fonds de pension américain. Et il faut ouvrir, je crois, le chantier d'un pôle public du médicament. Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise et député des Bouches-du-Rhône, chez nos confrères de TF1 ce matin. Il n'y a rien à rajouter. Il a d'ailleurs sur beaucoup de bancs de l'Assemblée, on le dit, y compris à droite, y compris, il y a quelque chose qui ne va pas. On peut bloquer cette vente. Bloquons-la. Merci. Elle ne sera pas bloquée. Beaucoup, Félix Mathieu. On vous retrouve après 18h et dans un instant le grand débat du jour. Retour sur une idée qui fait débat, vendre une partie des parts de l'État dans des grandes entreprises pour réduire le déficit. Est-ce une bonne idée ? Alors parlons vrai. Est-ce que vendre des participations est une bonne chose pour vous ? Ou est-ce que vous pensez qu'on a un tel niveau d'endettement qu'on est obligé aujourd'hui de vendre les bijoux de famille ? Et à cette question, pour réduire le déficit et la dette, l'État doit-il vendre ses participations dans des entreprises ? Vous dites non à 65%, vous voulez réagir ? Aude attend vos appels et les vraies voix bien évidemment au 0826 300 300. Et pour en parler, Jean-Philippe Feldman est avec nous, chercheur à l'IREF, l'Institut de recherche économique et fiscale. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce qu'un, petite question et une réponse courte finalement, est-ce qu'un ancien ministre du budget de faire cette proposition, on n'est pas dans de la démago ? Non. Bon, on en parle dans un instant, voilà, ça c'est clair. Question cash, réponse cash, en 3 lettres. Je voulais le faire chanter, monsieur Feldman, j'ai pas réussi. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix, s'il vous plaît, s'il vous plaît, avec Philippe Bilger, Françoise de Goa, Bruno Pomar, Philippe David, Maxime, Justine, tout ça. Tout ce qui finit en in, en fait. C'est exactement. Voilà. Et qui d'ordine. Allez, un truc qui n'a aucun intérêt. On est en joie. Excusez-nous, aujourd'hui nous sommes. On produit de la dopamine maintenant. C'est le lundi, donc le lundi c'est toujours un petit peu plus désordonné. On vous souhaite la bienvenue, 0826 300 300, bien entendu. Si vous voulez participer au débat, vous êtes les bienvenus. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Que faisons-nous encore dans Orange, Stellantis ou la Française des Jeux ? Et en 2017, la Cour des comptes a rédigé un rapport assez piquant pour épingler les performances financières médiocres des entreprises dont l'État était actionnaire entre 2010 et 2016. Ce que je peux juste vous dire, c'est que, c'est pas le sujet du budget 2025. C'est pas moi qui vous la pose, la question. C'est vos collègues, c'est notamment Gérald Darmanin et Olivia Grégoire. Ils ont raison de vouloir se projeter un peu au-delà de ce budget et d'essayer justement de regarder quelle est la bonne place stratégique de l'État au capital des entreprises privées. Et donc 3 députés macronistes, dont 2 anciens ministres, en appellent à céder ses participations de l'État dans des entreprises pour faire face au déficit. Que faisons-nous encore dans Orange, Stellantis et la Française des Jeux, s'interroge Gérald Darmanin, Olivia Grégoire et Mathieu Lefebvre dans la tribune du dimanche. Le ministre des Comptes publics, c'était ce matin, Laurent Saint-Martin, se dit prêt à en discuter. Alors parlons vrai, est-ce que c'est mieux de vendre des participations que d'augmenter les impôts ? Nous, malheureusement, n'est-ce qu'une goutte d'eau par rapport à notre dette abyssale. Et à cette question, pour réduire le déficit et la dette, l'État doit-il vendre des participations dans des entreprises ? Vous dites non à 65%. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. Et Jean-Philippe Feldman est avec nous, chercheur à l'Institut des recherches économiques et fiscales. Merci, bonjour en tout cas. Merci d'être en direct avec nous sur Sud Radio. Philippe Bilger.
cette proposition. Qu'en dites-vous? Je prie par avance Jean-Philippe Felman d'excuser peut-être mes naïvetés ou mes ignorances. Je ne m'excuse pas auprès des amis des vrais voix, puisqu'ils les connaissent. Donc, rapport à l'auto également, vous pouvez dire. Voilà. Mais plus sérieusement, a priori, il me semble que l'idée de vendre les participations dans les entreprises qui viennent d'évoquer n'est pas absurde en elle-même, et elle est même conforme à ce qu'on attend par exemple d'une droite qui peut apparaître intelligente et industrieuse. Ce qui m'inquiète, et c'est une question à laquelle on répondra tout à l'heure, je me demande si le fait de priver ces entreprises de la présence de l'État ne les rendra pas demain plus fragiles face à certains défis internationaux, et si en réalité on ne risque pas de porter atteinte à notre notion sacro-sainte de souveraineté. FDJ peut-être pas, ça c'est sûr. Oui, après moi je suis évidemment que je suis tout à fait défavorable, parce qu'on peut tourner autour du pot, parce que la question, il la pose très bien Philippe, parce que elle est posée, comment dirais-je, selon les termes politiques actuels. C'est soit on augmente les impôts, soit on se débarrasse des bijoux de famille. Il y a une troisième voie qui consisterait à taxer beaucoup plus et largement les gens les plus riches, à rétablir l'ISF, renforcer ces 15 milliards. On le sait, la gauche a toute sa, comment dirais-je, toute sa doctrine développée et argumentée. Mais puisqu'on a le choix entre, si vous voulez, je vais dire le pire et le pire, la peste et le choléra. Ça peut être fromage et dessert. Moi, je pense que non. Je pense que je vais voir avec Monsieur Feldman, mais mon sentiment quand même, c'est aussi parce que la France a ses participations dans des entreprises qui fonctionnent très bien, comme Stellantis en tout cas, qu'elle garantit aussi sa dette. Vous savez, la dette, on dit toujours oh là là, c'est affreux, mais pourquoi la France dégringole pas sur les marchés? Parce que la France, elle est solide, elle est solvable, et elle est solvable de son patrimoine, elle est solvable, mais elle est aussi solvable de ses participations dans des grandes entreprises. Donc tout est en tout, il faut aller chercher l'argent ailleurs et ne surtout pas se désengager de façon industrielle. On est assez désengagé comme ça. Bruno Pomar. On n'a pas, Françoise, on n'a pas privatisé dans les années socialistes, hein, les entreprises carrément? Non mais pourquoi tu me parles de ça? Non, oui, mais je te dis, on est d'accord, chacun a fait des conneries, la droite a fait des conneries aussi. Non, mais c'est pas la question, ça n'est pas la question. Non, mais je la mets en colère. Mais à chaque fois tu viens m'emmerder avec qu'est-ce qu'a fait la gauche. Excusez-moi, s'il vous plaît. Je parle de ça. Bon, vendre des cessations de... C'est l'inverse, t'as compris, ça t'a pas échappé. Je la mets en colère. Non mais ça t'a pas échappé que là on parle pas de nationaliser, on parle de l'inverse. Privatiser. Oui, mais privatiser, moi j'ai dit. Oui, bien sûr. Privatiser, on va... Allez, on y va. Mais en même temps, si on vend des parts, des cessations de parts d'entreprise, il faut voir ce que le delta, et peut-être monsieur pourra répondre, entre ce qu'on touche en termes de dividendes sur ces entreprises et les parts qu'on va vendre et combien ça va rapporter. Voilà, il y a ce delta à faire, je pense qu'il est important. Il y a 180 milliards de participation des entreprises. Allez, on va lui poser le marché. On va lui poser la question, Jean-Philippe Feldman, qui est avec nous, chercheur à l'Institut des recherches économiques et fiscales. Quel est votre avis, vous, sur cette proposition, en tout cas, d'Olivia Grégoire et Gérald Darmanin? Alors, vous posiez la question tout à l'heure de savoir si la proposition était démagogique ou pas. Évidemment, on peut avoir un petit sourire en coin dans la mesure où Gérald Darmanin n'a, on peut dire, rien fait ces dernières années et que alors qu'il était aux affaires, si on peut dire. Oui. Il ne s'est pas passé grand-chose ces dernières années, en dépit du vote de la loi Pacte qui permettait également des cessions de participation dans les entreprises. Pour répondre à votre question de manière précise, le chiffre qui est donné, mais évidemment il est instable dans la mesure où la bourse varie. Bien sûr. C'est à peu près 180 milliards d'euros en jeu. Pour répondre aussi à votre question, selon les chiffres les plus récents que j'ai pu consulter, ça rapporte à l'État en dividendes, ça a rapporté en 2023 en dividendes pour l'État très précisément 2,34 milliards d'euros, dont 1,6 milliard d'euros pour les 10 sociétés cotées dans lesquelles l'État a des participations. Donc vous voyez les chiffres... On ne se rend pas compte. Est-ce que c'est beaucoup? Par rapport au budget de l'État, c'est très peu. C'est presque dérisoire. Le problème qui se pose, c'est que comme nos finances sont en capilotade et qu'on commence un petit peu à s'en rendre compte aujourd'hui, on essaie de trouver des économies, alors relativement peu, des impôts beaucoup plus et des financements un peu plus acceptables pour des sommes
parfois dérisoires, c'est-à-dire quelques centaines de millions d'euros. On en est là aujourd'hui. C'est malheureux par rapport à un budget de l'État qui est quand même considérable. Je ne demandais pas si c'était beaucoup par rapport au budget de l'État. Est-ce que c'est beaucoup imaginons que ça ne soit pas le cas. Est-ce que c'est un bon investissement aujourd'hui ? On dit souvent que l'État fait un peu tout mal et que c'est aussi un mauvais actionnaire. Cela dit, il y a un débat qui est posé, c'est que les gens, et le sondage que vous donniez tout à l'heure, 65% de gens à peu près opposés à ça peut se comprendre, puisqu'on dit, et Le Figaro a d'ailleurs titré, c'était assez surprenant ce matin, sur la vente des bijoux de famille de l'État. C'est-à-dire que c'était un titre négatif. Si vous vendez les bijoux de famille, a priori, c'est pas positif. Donc ça veut dire qu'on en est à une telle extrémité aujourd'hui qu'on en vient à vendre des bijoux de famille, comme on le dit familièrement, c'est-à-dire à se délester d'actifs pour parer au plus pressé. Mais malheureusement, on en est là aussi aujourd'hui. La remarque que je voulais faire par rapport à une observation qui a été faite tout à l'heure et aux réactions de la gauche, mais il faut quand même que les gens sachent que l'État cède chaque année, ou quasiment chaque année, des parts dans des entreprises. Ça n'a rien d'extraordinaire. Ça, on en est d'accord. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est que on est sur des volumes très, très importants. Et vous savez très bien que on est sur des fleurons industriels également. Si on parle de Stellantis, ça a un sens. Si on parle d'Orange, ça a un sens. La Française des Jeux, je veux bien que ça soit pas quelque chose de stratégique, mais c'est une entreprise qui marche très bien et qui fonctionne très bien. C'est exactement ce que disait Cécile. Donc, c'est des symboles. C'est comme la purée mousseline, excusez-moi. Non mais je veux dire. On va pas nationaliser la purée mousseline. Excusez-moi. Mais non, mais arrêtez. Bien sûr que non. Mais je veux. On est dans la smoule. Alors. Non. Excusez-moi, mais François, nationaliser la purée mousseline, ce serait de la magie. Non. Allez, arrêtez. Non, mais je veux dire, je parlais des. Non, je parlais des marques. Je veux terminer. Arrêtez de. Je parlais des marques. Je dis la purée mousseline. Je veux dire, Orange, c'est une marque. Ça fait partie du patrimoine imaginaire français. Donc c'est en ça que je disais la purée mousseline. Bien sûr, c'est pas la peine de raconter n'importe quoi. Philippe Bilger. Là-dessus, qu'est-ce que vous avez à dire, vous, sur ce symbole? C'est ça qui m'intéresse, moi, Feldman. Jean-Philippe, pardon. À votre avis, monsieur Feldman. Attendez. Oui, il va répondre à Françoise. Oui. Les symboles, c'est très important. J'y crois. Maintenant, il faut voir qu'il y a beaucoup plus important dans la tribune qui a été publiée par les 23 députés Renaissance que ce qu'on a dit. Il y a une phrase qui est très importante qui a été passée par pertes et profits, où il est indiqué qu'il faut revoir le périmètre d'intervention de l'État. Entre nous d'ailleurs, c'est ce que dit David Lisnard dans Le Parisien dimanche hier. C'est le point principal. Je dirais que là, le débat est presque dérisoire. Le problème est de savoir ce que doit faire l'État. Donc, soit il doit faire des choses et il doit en avoir les moyens, soit il ne doit pas faire les choses, il ne doit pas participer à des entreprises. Et dans ces conditions, il doit se replier. Aujourd'hui, on a quand même l'État le plus interventionniste de la planète. Oui et non, parce que regardez, Françoise, on n'intervient pas sur Doliprane. Françoise, allez. Jean-François Feldman. C'est Jean-Philippe. Jean-Philippe, pardon. Vous voyez, mon ignorance dépasse même le sujet. Mais plus sérieusement, à votre avis, est-ce que ce qui est évoqué là pourrait apparaître comme l'expression d'un libéralisme cohérent, parce qu'on a toujours considéré que l'État était inutile dans certaines sociétés, ou est-ce que vraiment c'est une solution de désespoir, à votre avis, aujourd'hui? Alors, c'est un peu les deux. Alors, c'est assez amusant que cela provienne de Gérald Darmanin, qui n'est pas un libéral et qui se qualifie lui-même de partisan de la droite sociale. Et d'ailleurs, la tribune est beaucoup plus modérée. Elle lance un débat et elle indique qu'il y a des participations de l'État pour à peu près 180 milliards d'euros, que finalement on va céder 10%, ce qui n'est pas considérable. Pourquoi céder 10% et pourquoi pas céder les 180 milliards d'aujourd'hui, que le débat est lancé en lui-même et qu'il faut faire attention. Il a précédé, cette tribune a précédé en réalité ce qu'a dit le ministre du Budget après. Il faut éviter finalement de céder les bijoux de famille et il faut prendre en balance ce que ça rapporte à l'État chaque année et le fait que nous soyons dans une situation critique. Donc ça n'est pas du libéralisme débridé,
ce qui serait encore une fois extrêmement étonnant de la part de Gérald Darmanin, mais ça serait le fait de revenir dans une certaine normalité dans les cessions de parts d'entreprises de la part de l'État, tel que ça s'est fait ces dernières années, je dirais ces dernières décennies même. Et pas ces toutes dernières années, parce qu'encore une fois, il ne s'est pas passé grand-chose sous les différents gouvernements du président Macron, mais ça s'est passé de manière renouvelée pour des montants beaucoup plus importants, notamment sous des gouvernements de gauche, depuis, entre autres, Lionel Jospin. Ça réagit au 0826 300 300, notre vraie voix du jour, Julien. Alors Julien, qu'est-ce que vous en pensez? Il faut vendre une partie des parts ou plutôt augmenter les impôts, ou alors les deux? Moi, je dirais la troisième voie, en fait. Moi, je pense qu'au contraire, il faudrait plutôt nationaliser toutes les entreprises stratégiques françaises pour que les intérêts économiques reviennent à la propriété de l'État. Et je dirais même pas nationaliser. Je pense que, vu l'état de la situation, il faudrait même carrément réquisitionner. Parce que là, on est plus. Excusez-moi, mais là, c'est le finir. Mais réquisitionner, c'est Lénine en 1917. Excusez-moi. Mais attendez. Il y a un moment donné, quand on est dans la sauce jusqu'au cou, il faut s'en sortir. Et tous les moyens sont bons pour s'en sortir. Mais qu'est-ce que ça signifie? Vous vous rendez compte ce que ça signifie réquisitionner sérieusement? Vous n'êtes pas sérieux. Les gens. Vous réquisitionnez. On laisse pas le choix et on laisse pas aux gens de dire oui, non, mais je suis pas content, je passe au tribunal. Non, il n'y a pas de tribunal, il n'y a rien. Il y a un moment donné, vous êtes gavés, vous avez tout bouffé. Il y a un moment donné, quand la Macronie dit quelque chose, la bonne stratégie, c'est de faire l'extrême contraire. Voilà, il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui. On va tous se faire bouffer, vous le savez tous, autant que moi. Les 2% là dans le Doliprane, j'entends ça, mais je rigole. Oui, ça c'est vrai, on rit tous, vous inquiétez pas. Oui, ça c'est vrai que. On ne peut pas empêcher là. Il faut se battre, il faut se défendre et il faut arrêter de se laisser manger comme ça à un moment donné. Et je pense même qu'il faudrait aller plus loin, il faudrait plafonner même les fortunes à peut-être, je sais pas moi, 500, peut-être même 200 millions d'euros. Je pense qu'au-delà, ça sert à rien de gagner plus. Il y a un moment donné, il faut être humain, il faut rester réaliste, les pieds sur terre. Si avec 200 millions d'euros de fortune, tu n'arrives pas à t'en sortir, je pense qu'on ne peut plus rien pour toi. Il y a un moment donné, il faut céder, il faut arrêter de céder à ce délire de j'en veux toujours plus, j'en veux toujours plus. C'est cet esprit-là qui fait que on peut pas fonctionner. On peut pas fonctionner en collectivité. Je suis plus radical que même non, mais c'est intéressant ce que vous dites parce que c'est très difficile de dire, mais c'est vrai qu'on se demande 32 milliards d'euros, 40, 200 milliards. Il faut qu'on fasse faire tourner la. Est-ce que ça n'est pas une société totalitaire que vous nous préparez? Totalitaire, non. Je pense que la société, elle est déjà totalitaire aujourd'hui, avec les milliardaires qui font ce qu'ils veulent, qui ont plus de pouvoir que l'État français, quoi. Il y a un moment donné, et c'est eux qui font les lois, qui décident, quoi. C'est vrai, ils ont imposé Michel Barnier, par exemple. On sait très bien que c'était pas le choix de Emmanuel Macron, c'était le choix d'Alexis Kohler avec. C'était le choix des milliardaires. Allez, on s'entend plus. Si vous envoyez en Corée du Nord, vous allez voir ce que c'est qu'une société totalitaire. Bien sûr. Jean-Philippe Feldman, nationaliser, parce que exproprier, là, c'est carrément, à mon avis, pas possible, parce que c'est prendre l'argent des entreprises, mais nationaliser, on n'a pas le premier centime d'euro pour le faire, non? Alors oui, c'est exactement ce à quoi je pensais, c'est-à-dire que déjà, l'État n'a pas d'argent, on ne risque pas de nationaliser, mais ce que disait ce monsieur, c'est qu'il faut réquisitionner, c'est-à-dire qu'il faut... On n'est pas en Corée, ça pose aussi des problèmes constitutionnels. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Et c'est heureux. Non, mais attends, et nationaliser, moi, tu sais, ça me fait penser à une chose, c'est que dès que l'État gère quelque chose, de manière, il le bouffe. Comme à la tête, on n'a que des énarques, des mecs super intelligents, soi-disant, qui ont fait de belles études, tu t'aperçois que quand ils sont à la tête des entreprises, à chaque fois, c'est le bordel. Pas toujours, Bruno. Il y a quand même des réussites industrielles en France, il ne faut pas exagérer. Allez, les amis, merci on va beaucoup. pas se battre là-dessus, mais moi, je ne peux pas entendre ça. Merci beaucoup, Jean-Philippe Feldman, chercheur à l'Institut de recherche économique et fiscale. Merci beaucoup. Julien, vous restez avec nous? Pour le qui c'est qui l'a dit? Pour réquisitionner la victoire. On va faire notre mieux. Allez, vous bougez pas. On revient dans un instant. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. D'abord, je voudrais vous féliciter, André Bercoq, pour les invités que vous faites venir. Vraiment, votre émission, si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix. On est ensemble avec Philippe David jusqu'à 19h. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois et Bruno Pomar. Et puis il y a un événement important aujourd'hui. Le budget arrive à l'Assemblée nationale ce soir, mais il y a plus important. Écoutez.
C'est l'anniversaire de Bruno Pomar. Merci les amis. Eh ouais, bon anniversaire monsieur Alors, Pomar. on boit un coup de Pomar. Tu vois, on va boire un coup. Bruno Pomar, donc c'est votre anniversaire et vous venez les mains vides. C'est un truc que je comprends pas. Oui, c'est vrai. Parce que ici c'est comme ça que ça se passe. C'est celui qui est fêté normalement qui doit payer le resto à tout le monde. C'est la coupe. La cape a dit tout, c'est elle, la patronne de la mafia. Pour qu'on me souhaite mon anniversaire, effectivement, je suis arrivé les mains vides. Quel âge avez-vous? D'accord. C'est très indiscret. Un homme, cette question. Ah bon? Pourquoi? 65 ans. Oh, vous les faites pas. 65 ans. Merci. Beaucoup plus. Non, c'est pas vrai. Non, vous les faites vraiment pas. Bruno Pomar, vous avez vu la porte? Bruno, vous avez vu ce qui est marqué sur la porte? Bon accueil, il y a marqué. Bon accueil. Et on sait accueillir les gens. Et on va accueillir Julien qui est avec nous. Julien? Oui, bonjour. Oui, rebonjour Julien. Vous savez que vous avez un rôle primordial dans cette émission. C'est de lancer le jingle. Allez-y. Eh bien, quel plus beau cadeau pour Bruno Pomar qu'une victoire au qui l'a dit. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Ah, il est bien, il a le sens. Mais c'est pas gagné. Julien, bravo. Mais c'est pas gagné, Julien. Qui l'a dit? 2 points sur la vente des participations de l'État. Je refuse qu'on privatise l'État. Julien. C'est l'invité de ce matin, je crois. Oui. Pas Roussel, mais Troussel. Non, ça finit pareil. Non. Stéphane Troussel? Non, ça finit aussi en L. Sandrine Rousseau? Non. Oh là là. Françoise Degois. La basse-cour. Poulailler. Poule. Ou le maire. Non. La poule. Et je vous le fais à chaque fois, mais c'est pas vrai. Allez, c'est fini. Éric Coquerel. À chaque Commission fois, des finances, je vous le fais. Allez, on y va. Qui c'est qui l'a dit à 2 points, Julien? Si vous ne faites que de l'impôt, les gens partent. Oh, ça c'est encore un libéral qui nous menace de tous les Allez-y. Sarkozy, non? Non. Juvin? Non. Un ministre. Saint-Martin. Bonne réponse de Françoise Degois. C'est la menace, ils vont tous Laurent partir. Saint-Martin, ministre du Budget et des Comptes Publics. Allez, qui c'est qui l'a dit? 1 point. J'ai désormais travaillé chez McDonald's 15 minutes de plus que Kamala. Oh, facile. Attendez, Julien. C'est Donald Trump. Bonne réponse de Il est bon, il a combien là, Julien? C'est-à-dire que c'était tellement facile que Philippe Bilger a levé un doigt, mais genre vraiment léger. Je me suis dit, c'est lundi, je vais être bon avec l'auditeur. Allez, vas-y. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? La route doit être partagée. On peut légitimement se poser la question de l'autorisation des SUV, ces véhicules surdimensionnés en ville. Il faut réglementer davantage. Julien. Alors là, c'est un de gauche. Vous l'avez dit tout à l'heure. Stéphane Troussel. Oui. Bonne réponse de Julien. Et c'était ce matin sur Sud Radio. Président socialiste du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Et c'était effectivement ce matin sur Sud Radio. Question qui c'est qui l'a dit? L'irresponsabilité d'Emmanuel Macron et de ses gouvernements dans la gestion des finances publiques fait peser une dette considérable sur les générations futures. Je crois que c'est Marie Tondelier, je crois. Non. Tanguy. Non. Bompard. Non. Chenu. Non. Ah bon? Bardella. Non. Bonne réponse de Philippe Bilger. Là, ce qu'on appelle le petit intervalle. En fait, c'est quand je vais au hasard, je gagne. Est-ce qu'on peut... Sur un malentendu, ça peut marcher. Est-ce qu'on peut refaire les comptes? On en a combien? Julien, 4 points. Philippe, 2 points. Vous, 2 points. Et Bruno Pomar, vous avez demandé la police, ne quittez pas. Qui c'est qui l'a dit, Julien? Non, vous n'êtes pas nul, vous n'êtes pas très bon. Qui c'est qui l'a dit à 3 points sur Bruno Retailleau? Emmanuel Macron ferait bien de le rappeler à l'ordre. Julien. C'est Monsieur Barnier? Non. Gabriel Attal? Non. C'est quel? C'est un macroniste? Excusez-moi. Agnès Pannier-Runacher? Vous n'avez pas arrêté de le dire depuis tout à l'heure. Non. Roussel. Bonne réponse de Philippe Bilger. Manuel Bompard, coordinateur. Vous leur filez les réponses avant? Non. C'est pas mon genre. Je me fais humilier en direct. Non, mais c'est parce que tu connais rien. T'as entendu ce qu'il a dit? Non, mais c'est parce qu'on est à l'ouest. Je connais rien du tout. Bravo. Non, mais c'est pas peut-être être humilié. On y va? C'est à vous, c'est oui, j'allais dire un truc terrible. Allez, question qui c'est qui l'a dit? 3 points. Il y a une alliance qui va de la Macronie en passant par la droite jusqu'à l'extrême droite pour faire les poches de toute personne. De toujours les mêmes personnes, pardon. Non, Julien. Non.
C'est le même parti. Porte. Non. Léomar. Non. Panot. Panot. Non. C'est une femme. C'est Clémence Guettet. C'est moi qui ai dit Clémence Guettet. C'est moi. Alors, Françoise Degois engrange 3 points. Pas tous en même temps. Non, mais ouais, mais. On est à combien? Qui c'est qui 5 et 4 pour Julien et Bruno Pomar, on dit rien. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Je l'ai dit à Elisabeth Borne, vous avez fait une erreur fondamentale. Il ne faut pas toucher à l'âge légal. Il faut encourager l'augmentation de l'âge effectif de départ à la retraite. Roussel. Non, Julien, c'est un député qui... Allez-y. Non, j'écoute l'indice. Qui a été longtemps président de la commission des finances. Ah bah c'est facile. Et qui est une particule. Julien. Je l'ai sur le bout de la langue, mais je l'ai plus. Charles de Courson. Bonne réponse, Charles de Courson. François Courson engrange 3 points. Quelle culture, Françoise? Tu parles la culture et c'est lire les journaux, t'as raison. Allez-y, et le dernier, 3 points du côté du gouvernement. Le concours Lépine, c'est celui de la baisse des dépenses et de la réduction de l'intervention des services publics. Julien, c'est une sénatrice qui a été ministre. Et elle sait chanter. Elle sait chanter. Oui. Comme un petit oiseau. Piaf. Non. Comment, Julien? Sénatrice. Non. L'oiseau, c'est pas l'oiseau, elle est C'est une députée chanson de européenne. Luis Mariano, d'ailleurs. Comme un petit oiseau, c'était Laurence Rossignol, sénatrice. Mais on est bêtes comme nos yep. Ouais. Ça, je le confirme. Allez vite, allez. Françoise Degois, 8 points. Philippe Bilger, 5 points. Julien, 4 points. Et on attend toujours que la police réponde. Bravo, Julien. Bravo, Julien. Bravo. Merci beaucoup d'avoir participé, Julien. Vous étiez un très bon candidat. Et un très bon commentateur. Vous restez avec nous. On vous embrasse bien fort et bon retour à Viry-Châtillon. Dans un instant, la suite, le journal, la météo. Et puis, il y aura le coup de gueule de Philippe David. Et pourquoi il va râler, Philippe David? Nommez-moi ministre, je révoque certains fonctionnaires à la minute. Allez, on en parle dans un instant. J'adore ce teasing. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix tous les jours avec Philippe David jusqu'à 19h. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois, Bruno Pomar dont c'est l'anniversaire. Bon anniversaire Bruno Pomar. Bon anniversaire encore Bruno. Qui est venu les mains vides sans même un saucissson pour Philippe David, pour vous dire. Comme, non mais comme même une il est mal saucisse élevé. sèche et plus fin aurait été parfait. Oui. Un truc comme ça. Figatelle, absolument. Très bien, Et dans un instant, votre coup de gueule, Philippe David? Si j'étais ministre, je révoquerais certains fonctionnaires à la minute quand je vois leur comportement. En attendant, vous nous laissez des messages au 0826 300 300 et on les écoute. Bonsoir à tous. Jacques, près de Villefranche-Rouergue. Je vous appelle au sujet du cumul des mandats. Là. Moi, je serais pour, parce que les députés, si ils vont dans leur mairie locale, s'il y a des revendications, ils peuvent les entendre. Là, c'est des fonctionnaires, ils sont là-haut à Paris. Un député, il ne va pas prendre la paye du maire. Le premier adjoint fera fonction de maire. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Alors, il nous propose le cumul des mandats, mais par contre, une limitation des mandats dans le temps à 7 ans, comme c'était auparavant pour le président de la République. Ça vous paraîtrait une bonne chose, Philippe Bilger ? Moi, j'en étais resté au débat sur le cumul entre le ministre et l'élu local. Ça me paraissait une bonne chose. Là, j'avoue que je ne sais pas ce qu'il faut penser de cela. J'ai une incertitude. Françoise Degois. Non, je suis contre le retour du cumul des mandats. Je vois bien ce que ça peut avoir intuitivement, mais contre-intuitivement, vous voyez très bien les dynasties entières qui se sont construites avec des potentats locaux de droite comme de gauche, avec une incapacité à faire respirer la démocratie en asphyxie totale, et c'est pas pour ça d'ailleurs que les choses ont été mieux. 7 ans. Mais moi je pense pas. Est-ce qu'on a le droit de dire à un député de pas se représenter? Enfin, on le dit à un président de la République. Mais d'accord, mais c'est pas la même fonction. D'abord, vous êtes quand même rincé un peu plus quand vous êtes président de la République. Au bout de 7 ans, je pense que vous n'avez pas envie d'être ad vitam aeternam. Non, un député qui connaît très bien sa circonscription. Vous avez des parlementaires de très haut niveau. Franchement, à droite comme à gauche en France, on dit toujours, on les traite toujours de débiles et de spectacles. Mais enfin, vous avez des parlementaires
exceptionnels. Vous prenez Chassaigne, vous prenez Charles de Courson à droite, vous prenez à gauche, vous avez des gens comme, je pense à Guillaume Garot, etc. Ce sont des gens qui ont quand même... Mais j'en ai plein, en fait, à citer. Droite, gauche, centre. Ce sont des gens qui bossent et qui sont adorés dans leur circuit. Non, je partage l'analyse de Françoise. Effectivement, on peut pas cumuler. C'est pas possible. Quand on est un maire engagé, moi, au-delà de ma petite personne, en tant que maire du rural, moi, j'ai rien de contrainte. Mais tu vois, à partir du moment où tu es maire d'une petite commune de 1000-1500 habitants, c'est des contraintes, c'est un travail permanent. Donc être député et maire, je vois pas. Alors, par contre, ça a créé en même temps des... Alors, tu as dit, des gens engagés, de Courson, etc. Mais là, tu parles déjà des vieilles générations. Mais les nouvelles générations, on n'a plus cette forme de député quand même très engagé sur le terrain. Pour une partie. Il y en a 577. Mais tu prends une Santiago, Isabelle Santiago, c'est une femme engagée depuis longtemps, qui fait un travail formidable. Mais il y en a plein, sûrement. Donc, c'est un peu compliqué, encore une fois, comme sujet. Allez, dans un instant, on reviendra sur le coup de gueule de Philippe David. Et puis, bien entendu, vous voulez commenter 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. La cour de récréation a été tendue, je peux vous le dire. Philippe Bilger, Françoise Degois. Françoise. Mais je suis en train de parler avec mon ami Bruno Pomar. Eh ben, elle me fout des allumés sans arrêt. Arrête pas de me... non, vous ne parlez pas quand la maîtresse parle. C'est tout. Bruno Pomar est avec nous. Et bien entendu, vous au 0826 300 300. Et il y en a qui a envie de râler aujourd'hui encore. C'est Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village. Et aujourd'hui, ce sera un grand village puisqu'il s'agit de Corbeil-Essonnes, ville de plus de 50 000 habitants. Pourquoi Corbeil-Essonnes ? Parce que ce qui s'est passé au lycée Robert Doisneau relève purement et simplement du délire organisé et assumé. Dans ce lycée, un professeur de maths demande à un élève de retirer sa casquette car les couvre-chefs sont interdits dans les établissements scolaires, c'est dans un couloir. Devant le refus de l'élève, le prof confisque la casquette, suite à quoi l'élève le menace avec un camarade avec ses doux mots « Je vais te buter, sale fils de pute », avant d'asséner un coup de poing à l'enseignant, violence non reconnue par l'élève, malgré une expertise médicale qui certifie des contusions au visage et des hématomes aux membres inférieurs et les témoignages d'enseignants en faveur de leurs collègues. Et que croyez-vous qu'il arriva ? Les lycéens ont organisé un blocus devant le lycée avec des tirs de mortier d'artifice sur l'établissement et collé des affiches avec le nom et le visage du prof avec ce slogan qui rappelle le Far West « Wanted, dead or alive », recherché, mort ou vif en français. Preuve que la lâcheté est dans l'ADN de l'éducation nationale, une partie des enseignants s'est désolidarisée du prof, lui reprochant d'être trop zélé avec l'application du règlement intérieur, tandis que le proviseur n'a pas soutenu l'enseignant en ne faisant pas référence aux cours reçus par le prof pour le conseil de discipline auquel l'élève est convoqué. Mieux, il a rencontré les élèves et leur a promis qu'à l'avenir, les casquettes seront autorisées dans les couloirs au mépris total de la loi. Dans un pays normal, le proviseur et les enseignants qui se sont désolidarisés du professeur victime seraient immédiatement révoqués de l'éducation nationale par la ministre, mais nous sommes en France, comme vous le savez. Ce nouvel événement nous prouve qu'on n'a rien retenu des assassinats de Samuel Paty et Dominique Bernard et que les phrases niaises du style « La République ne cédera rien » ne sont que de la pâtée à gogo. Ouais. Vous avez totalement raison, Philippe. Deux choses, la lâcheté institutionnelle qu'on a déjà relevée et qui est poussée à un point inimaginable. Et deuxième élément, je l'ai vu dans le judiciaire et je le vois ailleurs, quand on est dépassé par les transgressions, au lieu de tenter de les réduire et de les battre en brèche, on les administre en quelque sorte et on les autorise. C'est scandaleux. Je ne suis pas d'accord avec votre dans un pays normal, il serait révoqué. Ça vaut pas révocation. Excusez-moi, personne ne mérite. Vous refusez d'appliquer le règlement. Mais ça ne veut pas. Mais écoutez, ça, d'abord, c'est un règlement intérieur, donc ça n'a pas. Vous ne tombez pas sous le coup, comment dirais-je, de la correctionnelle. Ça, c'est le premier point. Donc, il ne faut pas exagérer. C'est-à-dire que votre billet, il est très bien, mais à un moment donné, vous passez toujours de l'autre côté du cheval. Vous n'allez pas virer un proviseur parce qu'à un moment donné, il dit OK, dans le couloir, vous pouvez garder la casquette. Ah, mais attendez, il lâche son enseignant qui a été frappé. Ce n'est pas de la révocation. Bien sûr qu'il faudrait, à mon avis, il faudrait une sanction
sanction sévère, même une retenue sur salaire, mais c'est du délire, le monde dans lequel vous vivez. Mais non, je suis pas d'accord avec vous. Excusez-moi, parce que si on vous applique à vous, qui êtes certainement monsieur qui ne faites jamais d'erreur, vous avez fait aussi, vous, des erreurs. Est-ce qu'on vous a révoqué pour autant? Je pense que quand même il y a... Mais non, mais il y a une limite. Philippe en a fait plein, moi j'en ai jamais fait. Ouais, bien sûr. Non, mais il y a une limite. C'est comme les policiers. Il y a une limite à la lâcheté. Écoutez-moi, est-ce que vous êtes d'accord pour faire des révocations de policiers aussi à tour de bras? S'ils font des conneries, oui. Je vous ai jamais entendu demander ça. Si, je l'ai déjà dit. Pour un policier, jamais. Mais je pense que les policiers sont plus souvent sanctionnés que les enseignants. Non, mais Philippe, je comprends un petit peu ton désarroi par rapport à cette situation, d'autant que je connais très bien ce lycée Douaneau à Corbeil, parce que j'ai travaillé 10 ans dans les quartiers de Corbeil-Essonne, et c'est un superbe lycée en plus. Ça m'étonne beaucoup, mais enfin bref, c'est arrivé. Je crois que effectivement, le proviseur doit être sanctionné, pas aller jusqu'à la révocation évidemment, parce que très sincèrement, c'est un très très gros lycée, et il y a beaucoup de problématiques à gérer, je peux bien le connaître. Je pense qu'une sanction est méritée, effectivement, parce que ce n'est pas normal. Il ne faut pas soutenir. Mais il ne sera jamais sanctionné. Mais vous n'en savez rien, parce que les sanctions dans les... la lâcheté, la règle dans l'éducation nationale. Vous ne savez rien sur l'échelon, la progression des carrières, s'il n'y aura pas une sanction qui est invisible. On ne peut pas être péremptoire comme ça, franchement. En tout cas, il a le droit de râler, il a le droit de râler. Bien sûr. C'était excellent. Merci les amis, tout de suite le tour de table de l'actu des vraies voix. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste. Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. Le tour de table de l'actualité. Et Philippe Bilger, vous voulez revenir sur une affaire intéressante avec de Jacques Fesch, qui a été guillotiné en 1957 suite au meurtre d'un policier, et son fils voulait en tout cas rétablir ce qu'il appelait l'honneur de son père. Absolument. C'est un sujet tragique, déchirant, et qui a suscité une réflexion intense. Et bien sûr, je vais essayer tout de même, Cécile, d'être bref sur un tel sujet, mais vous avez résumé très rapidement. Jacques Fesch a tué un policier, il est condamné à mort et il sera exécuté. Et dans le cours, les moments qui ont séparé la condamnation à mort et de l'arrêt de condamnation, eh bien, il a eu notamment 3 années de rédemption absolue, puisque le cardinal Lustiger, à l'époque, a mis en œuvre un processus de béatification, et la Cour de cassation, saisie par son fils Gérard Fesch, qui est avec nous, a considéré que les preuves d'amendement pour aller vite n'étaient pas suffisantes après ces 3 années, notamment un journal intime ou d'une intelligence et d'une sensibilité extrême. Alors on peut discuter le point de vue de la Cour de cassation, mais je crois qu'il a été largement partagé par tous ceux qui ont réfléchi sur celle-ci. Alors on va vous entendre, Gérard Fesch. Vous, ça fait 30 ans que vous vous battez justement pour la rédemption de votre père. Il y a la décision de la Cour de cassation qui est tombée le 15 octobre, qui ne va pas en votre faveur. Vous attendiez quoi? Et d'abord, est-ce que vous espériez? Bon, je pensais que toutes les conditions étaient remplies pour que cette réhabilitation aboutisse. C'est vrai que le travail qui avait été fait par Maître Spinozzi était très très intéressant. Je trouvais ça, c'est une belle idée en tous les cas. Moi, je trouvais ça vraiment bien. Mais moi, je voulais simplement redire qu'au tout départ, je ne vais pas redire mon histoire, ça sert à rien. Si, parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui ne la connaissent pas forcément. Moi, je découvre mon père quand j'ai 40 ans. Voilà, j'ai toujours cherché mes origines, je n'ai jamais trouvé. Je découvre que c'est Jacques Fesch. Je ne connais pas Jacques Fesch. J'ai lu un article sur sa proposition de béatification qui ne m'intéresse pas du tout. Enfin bref, j'aurais très bien pu dire, je découvre mon père, je m'arrête là, et puis voilà, c'est tout. Mais très vite, je prends connaissance qui est cet homme. Je m'aperçois qu'il n'a jamais de condamnation, que c'est un mal de vivre, il a fait ce qui s'appelle n'importe quoi. Mais par contre, ce qui m'a touché beaucoup, c'est que c'est le seul être qui me laisse une lettre avant d'être exécuté, quelques heures avant, en disant... Il souhaitait que je sois reconnu comme son fils. Ça m'a énormément touché. J'ai cherché à savoir un petit peu plus qui était cet homme. Et ce qui m'a surtout fait bondir, après je peux comprendre. Il a tué un policier, on veut le béatifier, les gens se posent des questions, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais au départ, moi, je n'étais pas parti là-dessus, j'étais parti sur son procès. Parce que son procès,
il faut quand même savoir que son procès, c'est vraiment ce qui s'appelle n'importe quoi. Moi, j'ai tous les éléments, j'ai absolument toutes les preuves, tout ce qu'il faut. Le vote des jurés sont falsifiés. Le président de la cour d'assises raye les réponses des jurés non 6 fois, raye, remplace par oui. C'est la première chose. Collusion entre le président de la cour d'assises et l'avocat général, à l'époque, Maître Floriot, qui dînent ensemble le soir même, tout en sachant qu'à cette même époque, le fils du président de la cour d'assises était défendu par Maître Floriot pour détention d'armes, etc. Il y a ça. Lorsqu'on décrit l'histoire de Jacques Fesch, on dit qu'il a tout simplement... Bon, il a tué un policier, il a tué son fils, il l'a tué. On oublie simplement de dire... Mais ça, on le dit, c'est absolument vrai. Pourtant, moi, j'ai les éléments. C'est qu'avant que Jacques Fesch ne tire sur ce policier, le policier tire à 4 reprises sur Jacques Fesch. Ça, c'est jamais dit. Donc ça veut dire quoi? Qu'il y a légitime défense? Il y aurait déjà. Et pourquoi il tire dessus, les policiers? Sur votre père? Il lui dit haut les mains, je sais pas, il tire parce qu'il veut l'arrêter, je sais pas s'il lui tire. Soyez précis, parce que je ne fais pas votre procès, ni celui de votre père, évidemment, mais vous me dites, le policier a tiré 4 fois. S'il a tiré 4 fois, c'est qu'il y a peut-être une bonne raison. Oui, bien sûr. Mais est-ce que vous avez une j'ai pas la raison. La seule chose que je... Allez-y, Philippe. La seule chose qui... la seule chose, c'est que, le problème n'est pas là, c'est que j'aurais voulu voir au niveau du procès d'assises qu'on dise bien, qu'on fasse la preuve qu'effectivement le policier a tiré aussi. La balistique, il y a des photos très nettes, c'est bien l'arme du policier, les douilles du policier. Voilà. Donc c'est ce côté, voilà. Qu'est-ce que c'est que cette... Je me dis, mais comment c'est que cette justice? Et il avait parfaitement compris, très très vite compris qu'il servait d'exemple. Quand on voit déjà le président de la République au niveau de la grâce, quand il s'exprime par l'intermédiaire de son avocat, dites bien à votre client que j'aimerais beaucoup le gracier, mais si je le fais, je mets en danger d'autres agents de police. Remerciez-le pour l'homme qu'il est devenu. Ouais. C'est une très jolie phrase. Donc, en réalité, là, je ne veux pas me prononcer sur les modalités du procès, je ne les connais pas. Mais c'est très intéressant, d'abord, le problème de la grâce présidentielle pour tous les présidents, même ceux qui ont été partisans de la peine de mort, ça a été quelque chose de douloureux, de tragique. Et ce qui m'intéressait dans la décision de la Cour de cassation, c'est qu'elle a considéré qu'on n'avait pas des preuves objectif d'amendement, c'est-à-dire le fait qu'il n'avait par exemple pas commencé à rembourser la victime et que au fond la preuve de réadaptation venait d'un processus religieux, d'une prise de conscience qui durant 3 ans s'est produite. Françoise, je voulais juste dire que moi j'écoute pas du tout le procès, je vous écoute et je suis très émue en fait parce que ce que je vois derrière tout ça c'est quand même la recherche de son père et la recherche de ses racines et puis la découverte de cet homme. Moi je suis extrêmement bouleversé parce que je pense que c'est toute votre vie en fait qui est dans ce combat. Je vous vois, je vous regarde, je sens que vous êtes très ému de cet homme que vous n'avez pas connu et ça m'émeut beaucoup au-delà du procès. Ce qui m'émeut beaucoup, c'est votre chemin à vous. Ça me touche profondément en fait. Et cette lettre qui vous laisse. C'est ça. Moi, je trouve ça ébranlant. Mais vous avez reçu cette lettre, vous aviez 40 ans, c'est ça? 40 ans, il a fallu que je fasse des... Absolument. Mais est-ce que vous avez fait un deuil? C'est là ma question, je voulais en arriver à ma question. J'aimerais qu'il nous explique comment il a reçu sa lettre et le choc que ça doit être, quoi. Oui, alors, j'ai tout simplement, j'ai su que Jacques Fesch me laissait quelque chose par l'intermédiaire du fils de son avocat, qu'il a fallu que je trouve. Effectivement, il me laisse une lettre avec des médailles, etc. Donc, il y a une intention très particulière. Et je me fais un devoir voilà, absolument. Mais vous avez fait le deuil? Non. De papa? Vol deuil, c'est un peu pour quelqu'un qui l'a jamais. Non, mais c'est très bien, mais c'est pas grave. On peut faire le deuil d'événements qu'ont subi nos grands-parents. Regardez. Moi, c'est la justice. Moi, qu'il soit condamné et qu'il fasse perpétuité, ça me pose aucun problème. Aucun problème. Ce qui m'aurait d'ailleurs permis de le rencontrer, de le voir, etc. Voilà. Là, c'est. Puis pourquoi si tard, en fait? Pourquoi si longtemps après vous l'avez reçu cette lettre? Je ne connaissais pas mes origines. Si ce monsieur est décédé en 57, mais par quel intermédiaire qui vous a recherché? Mais c'est mon histoire est compliquée parce que. Oui, d'accord. On a 40 secondes, donc. Il a fallu déjà que au niveau ma mère déjà, ma mère me signe un secret absolu sur ma naissance. Je ne connais strictement rien. Je n'ai ni son nom ni le nom de mon père. J'ai rien. C'est simplement cet article de presse qui me fait penser que je peux être le fils de Jacques Fesch. Bon, après je le sais le lendemain puisque. Le journaliste qui a écrit ça avait une déposition qu'avait fait ma mère aux assises au
procès d'assises en disant qu'elle déclarait qu'elle avait eu un fils, etc. Mais il a fallu déjà que j'obtienne, moi, cette reconnaissance en paternité, qui a été déjà tout un travail. Mais c'est injuste, enfin, c'est ça, c'est cette injustice, je trouve, pas normal. Enfin, moi, en tout cas, ça finit par une belle histoire. C'est ça c'est ce que nous retiendrons. Merci beaucoup, Gérard Fesch, d'avoir accepté notre invitation, et merci Philippe Bilger de nous avoir permis, en tout cas, de rencontrer cette belle personne. Allez, dans un instant, la suite du tour de table de l'actu, parce que les personnes qui viennent derrière sont beaucoup moins sympathiques. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix, ce sont des débats, des rencontres, parfois émouvantes. Il y a des vies. Je ne sais pas si vous avez entendu il y a quelques instants Gérard Fesch, incroyable. De retrouver un papa à l'âge de 40 ans et de se rendre compte que c'est quelqu'un qui a été guillotiné, c'est un peu... Et puis vous avez vu, tout le monde reprend le nom du grand-père. Oui, c'est génial, c'est formidable. En honneur du grand-père. Si vous ne l'avez pas entendu, je vous incite à écouter la séquence en podcast. En podcast ou sur YouTube. Et le tour de table de l'actu des vraies voix, et on peut démarrer par Françoise Devoix, par exemple. Je vais aller assez vite pour laisser du temps à notre ami Bruno sur une séquence. Oui, c'est son anniversaire. Sur une séquence que je trouve, alors là, on est dans le détestable et l'odieux. C'est Pascal Boniface qui s'exprime sur le maire de Saint-Ouen, Karim Bouamran, et qui à un moment donné, parce qu'il commente en fait, Karim Bouamran était invité, sur France 2, à des propos pas si cruels que ça et pas si dur que ça sur Israël et sur le conflit au Proche-Orient, etc. Et Pascal Boniface, qu'est-ce qui lui prend ? Il tweet, il fait un commentaire en expliquant à l'évidence Karim Bouamran est un musulman d'apparence. Écoutez, moi j'ai été... Alors musulman, c'est musulman en anglais. Déjà pourquoi écoutez, en anglais c'est complètement délirant. Non mais il y a d'abord l'assignation, l'essentialisation. Vous êtes un musulman. Qu'est-ce que c'est un musulman d'apparence, un musulman de nature, un juif d'apparence, un juif de nature, c'est déjà honteux. Je rappelle quand même que Pascal Boniface, il est patron de l'IRIS. C'est l'Institut des relations internationales et stratégiques. C'est complètement incroyable. Donc déjà, dans sa bouche, un musulman d'apparence, c'est sale, c'est insultant, c'est douloureux pour la personne qui le reçoit. En plus de ça, qu'est-ce qu'il induit ? Et évidemment que quand tu es musulman, de toute façon, tu es forcément du côté palestinien, voire Hamas, et puis quand tu es juif, tu es forcément du côté israélien. C'est une essentialisation à tous les étages. J'ai été extrêmement choqué par cela. Pascal Boniface s'est rendu compte ce matin de ce qu'il avait fait. L'énormité, Il a fait un tweet pour s'excuser, mais enfin c'est des remords, vraiment c'est des remords, je ne les entends même pas, voilà, obligés exactement. Et je vois que des maires commencent déjà à se désengager. François Rebsamen a annulé par exemple une rencontre qui avait lieu sous le haut patronage de l'IRIS, il l'a annulé à Dijon ce matin, il l'a fait savoir. On ne peut pas, quand on est un personnage public, d'ailleurs on ne peut pas tout court, mais quand on a une puissance de parole publique, on ne fait pas ça. On ne parle pas comme ça des gens, c'est pas possible. Je ne suis pas aussi indigné que Françoise par cette expression. Ce qui m'étonne, c'est de la part de Pascal Boniface, qui en général avait plutôt des positions qui étaient limite faussement objectif du côté des Palestiniens. Il comprenait très bien tout cela. Et je suis étonné par ce... non, c'est pas étonnant. Il tape sur Karim Bouamran parce qu'il aimerait que ce soit qu'il ait une position aussi dure que bien plus radicale. Écoute, moi je le connais un petit peu parce que on a fait Beurre FM ensemble souvent. Et je l'ai rencontré la semaine dernière. J'ai passé 2 heures avec lui à discuter. Bouamran, je trouve que c'est un mec qui est assez mesuré dans ses propos sur ce sujet-là en particulier. Je trouve que c'est, comme dit François, c'est un peu pathétique de la part de ce monsieur quasiment de l'insulter, quoi, je dirais. Oui, c'est une insulte vraiment musulman d'apparence, c'est odieux, c'est moche. Non, c'est pas beau. Bon. Bruno Pomar, Sanofi. Non, il change de sujet. C'est Bardella et les syndicats. Mais oui, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, Sanofi, excusez-moi, Madame Ménibus. Je vous en prie, Monsieur Pomar, ça me fait plaisir. C'est l'autogestion, ici. Oui, on fait ce qu'on veut. Je suis sûr que... Ne vous emballez pas non plus. L'autogestion assez maîtrisée. Oui, je suis sûr que Françoise va réagir, mais je sais que Monsieur Bilger sera là pour me défendre. C'est au sujet du bouquin que Bardella va sortir. Oui. Il fait une grosse promo, Fayard fait une grosse promo, c'est le groupe Bolloré. Ils ont acheté 780 panneaux dans les gares un peu partout. Et là, on voit les syndicats qui sont plus des syndicats, en fait, ils font de la politique, c'est des partis politiques et syndicats maintenant. La preuve, c'est qu'il y a de moins en moins de syndiqués d'ailleurs dans ce pays. Syndicats Sud qui montent au créneau en disant que c'est inadmissible de permettre à Bardella ou à Fayard de faire de la publicité dans les gares. Je trouve ça que
inadmissible que les syndicats puissent avoir un a priori sur le fait que M. Bardet a fait de la promotion. Je trouve ça scandaleux. Donc les syndicats feraient mieux de protéger les salariés, les aider dans leur carrière, dans tout ce qu'on veut, ce qu'ils sont fait à l'origine d'ailleurs, plutôt de faire de la politique politicienne. Et je trouve ça vraiment scandaleux. Françoise. Mais je rejoins. Attends, moi je vais charger, comme ça tu vas défendre. C'est bien, c'est l'avocat général qui va faire la défense. On est à front renversé. Je comprends d'abord, vous feignez de vous en étonner, mon cher ami, que les syndicats fassent de la politique. Vous venez d'un corps qui s'appelle la police. Si vos syndicats font pas de la politique, alors je m'appelle Gertrude. Là, franchement. Gertrude de Bois, ça vous va bien. Horrible. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Les amis, parce qu'on a une info derrière. Deuxième point, juste, je vais très vite en expliquant quand même que les syndicats ont le droit aussi de voir autre chose que le gentil Bardella avec cette photo en noir et blanc. On dirait d'ailleurs une photo des années 30, cette couverture. Et ils ont le droit de voir encore le leader de l'extrême droite. Et ils ont le droit de dire qu'ils ne sont pas d'accord pour l'avoir en affichage. Ça ne veut pas dire que c'est interdit, mais ils ont le droit de dire qu'ils ne sont pas d'accord. Je rejoins très rapidement le point de vue de Bruno. Ça n'est pas le rôle des syndicats que de porter atteinte à la liberté de l'expression, à la liberté de l'affichage. C'est une honte. La dictature est proche. L'info, merci beaucoup Bruno Pomar. L'info en plus avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et deux amis se sont lancés dans une étonnante aventure à pied avant le classique OM-PSG de dimanche prochain. Étonnante, oui, parce que déjà ils sont supporters, l'un du PSG, l'autre de l'OM, et ils sont amis. C'est déjà une première info, c'est comme quoi c'est possible. Et j'en connais d'autres. Et surtout, ils ont décidé de marcher ensemble entre le Parc des Princes et le Vélodrome. Ouais, une petite trotte quand même, Paris-Marseille, rien de moins. Ils sont partis il y a 2 semaines et demie et leur petite ode à l'amitié entre supporters de toutes obédiences prend un relief tout particulier, évidemment, après ce qu'on a vu et entendu ce week-end. Des chants homophobes au Parc des Princes, des supporters marseillais sanctionnés pour des violences du côté de Montpellier et conséquence de tout ça, des supporters parisiens interdits au Vélodrome dimanche prochain. Dans ce monde de brutes, donc, nos deux amis et leur marche pour la fraternité humaine avec au passage une cagnotte pour la Ligue contre le cancer. Ils sont arrivés à Annonay hier, l'occasion de parler du chef-lieu de l'Ardèche pour un truc plus joyeux que les inondations. Une semaine pour terminer Annonay, Marseille. Melvin et Romain ne vont pas s'arrêter donc en si bon chemin. On est tombé que sur des bonnes personnes qui ont le cœur sur la main et qui nous ont hébergés chez eux et avec un amour incroyable. Non, il y a trop de violence dans le football, donc ça, ils sont tous d'accord sur ça. Il faut que ça change un petit peu. Et c'est vrai que voilà, sur la cause du cancer, malheureusement, à chaque fois qu'on parle avec une personne, de près ou de loin, ils sont touchés, très tristes et ils sont heureux qu'on fasse cette marche pour cette cause. Donc voilà, la cagnotte fait qu'augmenter depuis une semaine. On est très très contents. C'est le soutien des gens qui est incroyable. Des propos recueillis par Amélie Béguin pour Sud Radio. Bon, pour la beauté du geste, Melvin et Romain marchent avec leurs 2 maillots. Pas sûr que celui du PSG soit trop admis, si j'ai bien suivi, dimanche prochain au Vélodrome. Merci Félix Mathieu. Merci, Félix. Moi j'applaudis des moi j'applaudis les 2 mains. Oui. Parce que c'est j'applaudis les 2 mains, mais je dis quand même allez l'OM. Normal, on pourrait trouver ça pas ridicule, mais enfin aujourd'hui, c'est fondamental. Et puis c'est pour la Ligue contre le cancer, c'est très bien. On est d'accord. En tout cas, moi j'embrasse très très fort Melvin et Romain parce que cette initiative me plaît beaucoup. Dans un instant, la suite des vraies voix avec le coup de projecteur des vraies voix. La Cour des comptes a quitté la sonnette d'alarme sur la police de Marseille. Le nombre de policiers a baissé donc de 4,5%. Est-ce une situation devenue ingérable, Philippe ? Alors parlons vrai. Est-ce que Marseille est encore une ville où règne l'état de droit ? Est-ce que la situation est encore rattrapable ? Marseille est-elle abandonnée au crime organisé ? Vous dites oui à 95%. Vous voulez réagir ? Aude attend vos appels et elle n'est pas du tout du crime organisé au 0826 300 300. En revanche, elle est organisée tout court. Allez, Absolument. On en parle dans un instant, tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. C'est pratiquement, à mon avis, la seule radio où tout le monde peut s'exprimer. Merci. Et ça, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire et de rare. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix jusqu'à 19h avec aujourd'hui un fêté. Oui. Pour ses 65 ans. Voilà. Ça se dit fêté ? On en parle. Alors que moi, à 18h42, je pense plutôt de fait tout. Vous voyez ?
D'accord, on super. peut faire plein de bonnes choses à manger. Non, mais dedans. quand vous avez rien à dire, Philippe, n'en profitez pas pour parler. Que ça me donne faim. Françoise de Goa est avec nous et Philippe Bilger, bien entendu. Ça va sinon, mon Philippe David? Ça vous va aviez très bien, des choses passionnantes à nous dire ou pas? Ah non, pas du tout. C'était maintenant le coup de projecteur des vraies voix. Ah bah ça, voilà. c'est passionnant. Bah là, il y a des jingles normalement. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Les images de l'agression sont très violentes. À terre, 2 policiers. Autour d'eux, une dizaine d'individus qui les rouent de coups. Les fonctionnaires de police venaient d'interpeller un dealer. Tu sais rien des quartiers nord? On a failli crever là-bas! Cité de la Castellane à Marseille. Comme dans tout le département depuis le mois de mars, les opérations Place Nette menées par la police ont endigué le trafic de stupéfiants. 856 interpellations et 480 kilos de cannabis saisis. Faut arrêter avec les cités, tout le monde s'en branle. Le préfet le premier veut juste faire la une du journal pour faire le beau. Aujourd'hui, il faut tenir le terrain, ne pas montrer le moindre signe de relâchement. Ça met en rogne un peu tout le monde. Bien évidemment les dealers, mais aussi une partie des habitants. Les habitants des quartiers, ils ont même plus l'espoir qu'on vienne les aider, c'est fini. Tu sais quoi, on sert à rien. On sert plus à rien. Et la Cour des comptes dresse donc ce constat alarmant sur la situation de la police à Marseille. Malgré les engagements, les effectifs ont donc diminué de 4,5% avec davantage de départs que de nouvelles recrues. Le rapport souligne une police marseillaise débordée face à l'ampleur croissante du trafic de drogue. Alors parlons vrai, peut-on résoudre les problèmes de la ville avec les lois actuelles? Est-ce que d'autres villes françaises prennent la même voie que Marseille? Et à cette question, Marseille est-elle abandonnée au crime organisé? Vous dites oui à 95%. Vous êtes habitant de Marseille, vous avez vécu à Marseille, vous avez quitté Marseille parce que vous n'en pouviez plus, vous êtes policier à Marseille, appelez-nous au 0826 300 300. Le constat, Philippe Bilger, sévère, mais... Là, je vais avouer mon ignorance et c'est très intéressant le problème de Marseille. On pourrait le généraliser. Objectivement, depuis des années, en voyant le fait que Marseille apparaissait presque comme la ville chouchou de ce pouvoir, combien de fois Gérald Darmanin y allait, combien de fois le président nous a répété que c'était en quelque sorte sa ville préférée, j'étais persuadé que tout ce qui était promis était concrétisé et qu'en réalité, Marseille, sur le plan de la sécurité, ne pouvait pas se plaindre. Et là, comme dirait mon ami Philippe, je tombe de l'armoire lorsque j'apprends qu'en réalité, c'est le contraire. Alors, ça pourrait entraîner de longues réflexions sur la disparité entre la promesse politique et la réalité du pays, mais ce serait trop long. Oui, je suis absolument d'accord avec vous. On avait quand même l'impression que Marseille allait être... Est-ce que vous parlez des déplacements de Gérald Darmanin? Je pense qu'Emmanuel Macron a fait au moins 4 déplacements officiels, plus les meetings d'entre-deux tours. Oui. Souvenez-vous, le meeting d'entre-deux tours de la présidentielle 2022, mon programme sera écologique ou ne sera pas, c'est Marseille. Oui. Donc c'est son amour absolu pour cette ville. Il se passe rien. Après, moi, je ne sais pas comment ça se goupille. J'ai quand même l'impression que Marseille a quand même été, malgré ce que dit la Cour des comptes, a quand même été, mais je me tourne vers Bruno, un peu nettoyé. Entre guillemets. En tout cas, les opérations Place Nette, je veux pas taper à bras raccourcis sur Gérald Darmanin parce que il faut bien, chaque chemin commence par un pas. Il me semble quand même, voilà, qu'il y a quand même eu peut-être un petit mieux. Je ne dis pas que c'est un grand mieux, mais un tout petit mieux. Je laisse la place à Bruno parce que ça, il connaît parfaitement ces sujets. Merci François. En tant qu'ancien policier d'élite. Il est très défaitiste, Philippe, par rapport à Marseille. Bon, non, il faut savoir qu'il y a un peu plus de 4000 policiers quand même sur Marseille. Il y a une police municipale qui est une des plus importantes de France. Il y a près de 600 fonctionnaires. Et très aguerrie, très aguerrie. Elle est armée. Oui, bien sûr, oui, absolument. Oui. Tu as un service de l'OFAST, Office anti-criminalité, qui est là, anti-stup, qui est là et qui fait un boulot considérable. Je les ai vus parce que j'étais la semaine dernière pour les 50 ans de la lutte contre le narcotrafic. Donc, l'association des hauts fonctionnaires faisait un colloque à ce sujet. Bref, pour vous dire que tout ce qui a été fait, même Darmanin avec ses opérations, c'est pas anodin. C'est pas si mal. Ouais. Alors, ça a déstabilisé le marché. Effectivement, en déstabilisant le marché, et évidemment les équipes, je pense à des aides mafia et Yoda, etc. Ça a déstabilisé évidemment ces quartiers où il y a des règlements de compte et où même les policiers sont pris à partie. On l'a vu là, ce qui s'est passé, c'était terrible. Mais je crois qu'il faut pas lâcher. Je pense qu'il y a encore une fois ce travail. Vous savez, on a parlé de cette fameuse loi sur la sécurité globale. Bien sûr. Jean-Michel Fauvert, qui est chez vous souvent, et qui est génial, qui consiste à faire un travail commun, c'est-à-dire des forces de police réunies. Je vais vous dire quelque chose, c'est pas un scoop parce que je le dis partout. Je l'ai dit encore ce matin chez vos confrères d'RMC. On a
du travail de répression à faire, et ça, l'OFAST, la police judiciaire qui a été renforcée aussi, l'OFAST qui a été renforcée, on est passé d'un effectif de 100 à près de 250. Alors c'est pas que sur Marseille, mais tous ces services ont été augmentés. Il y a un travail de fond à mener avec ces services de PJ qui sont capables de démanteler ces réseaux. D'ailleurs, des aides mafias qu'on voit apparaître un petit peu sont en train de se faire taper dessus, et il y a du travail qui est fait en dessous. Mais ça prend du temps pour déceler ces réseaux. Ensuite, il y a le travail de sécurisation qu'ont besoin les gens dans ces quartiers, parce que c'est une vraie problématique. Et ça, il faut le faire à tout prix pour rassurer les gens dans ces quartiers qui ne vivent pas de stupes, qui ne vivent pas de prostitution ou des réseaux islamistes ou quoi, qui ont envie de vivre normalement. Et ils sont nombreux. Mais il faut de la présence, parce qu'une fois que ça a été nettoyé, entre guillemets, il faut de la présence. Merci de me lancer sur le sujet, ma chère. Et moi, je suis favorable, alors peut-être que Françoise va réagir aussi sur ce sujet-là, à mettre l'armée dans les quartiers. Samia Ghali l'avait dit il y a quelques années, tout le monde rigolait. En 2015 ou 2016. Tout à fait. Et elle avait. Alors au début, j'ai dit non, elle dit n'importe quoi. En fait, je me suis rangé à son avis. Pourquoi ? Parce que nos policiers, même s'ils font un travail formidable, ça ne veut pas dire que la police ne fait pas son boulot. Bien au contraire. Mais on a besoin de renforcer nos effectifs de policiers. Pour le faire, on a besoin de faire de la sécurisation. Je ne dis pas que les militaires feraient de l'investigation ou de l'intervention, juste de la sécurisation, comme on voit les bérets verts sur les Champs-Élysées. Une présence. Alors l'armée n'est pas très favorable à ça. Et parce que l'armée vous dit, là je vous prends la parole, parce que l'armée dit, nous on n'est pas formés pour faire du maintien de l'ordre, on est formés pour faire la guerre, ce qui est tout à fait vrai. Mais bien sûr, ils ont absolument raison. Moi je pense que c'est une idée qui avait l'air assez spectaculaire sur le papier. Samia Ghali qui est élue des quartiers nord, et on connaît tous Samia Ghali et avec sa passion aussi les choses. Moi je pense que ça ne pose plus que de problèmes que ça n'en résout. Aucun militaire n'est aguerri, par exemple, à des guet-apens, comment dirais-je, de narcotrafiquants. Ça veut dire que quoi ? Ils tirent, ils ouvrent le feu. Il faut quand même voir ce que ça implique si jamais il y a un incident d'avoir les militaires. Françoise, je parle de la sécurisation, c'est-à-dire des patrouilles mixtes, police, militaire. On le fait bien, on l'a fait à Marseille. Sentinelle, oui, on le fait. Non, mais à Marseille, ils sont intervenus, les militaires. J'ai entendu des avis qui me paraissaient tout à fait justifiés, qui allaient dans votre sens, Bruno. C'est-à-dire, il disait qu'au fond, il faudrait, dans les quartiers sensibles, très dangereux, installer l'armée durant un certain temps pour qu'elle sécurise absolument. Tout à fait. Et après, elle peut partir au bout de quelques temps. Mais on ne peut pas le faire partout. Comment alors là, je regarde les chiffres, 240 000 travailleurs du narcotrafic. Si demain, ils ne sont plus à Marseille, ils iront ailleurs. C'est ça le problème, en fait. On ne peut faire que repousser et déplacer le problème. Tu as, sur les 240 000, là, tu en as, je dirais, 20 000 en CDI. Ce que j'appelle CDI, c'est-à-dire les vrais de vrais. Les autres, c'est les petits dealers, etc. Bien sûr. Après, il y a tout un travail. C'est le contrat de deal indéterminé, c'est ça ? Non, mais les 240 000, c'est des choufs, c'est des gamins. Moi, vous savez combien je suis engagé dans le travail de prévention dans les quartiers depuis 32 ans, 33 ans. Et j'y vais, je reviens encore de Fontenay-sous-Bois tout à l'heure, où on faisait des bootcamps avec des enfants des quartiers qui ont des vraies problématiques. Eh bien, encore une fois, il faut mettre le tissu associatif pour faire de la prévention. Et il y a un véritable travail. Moi, je vais le faire d'ailleurs à Marseille. Je vais travailler dans certains quartiers pour ça, parce que j'y crois. La répression, avec l'OFAST, avec la PJ, le travail de fond pour les réseaux, et la sécurisation à proprement parler, pour aider nos policiers, parce qu'on n'a que 150 000 policiers, 100 000 gendarmes. Et la réinsertion de ceux qui doivent revenir dans le... Je suis sûr que si on fait ça s'appelle la sécurité globale, on pourra avoir une réponse, je pense. Je suis d'accord sur toute la question prévention. On avait un formidable policier l'autre jour qui avait pas une tête de gauchiste échevelé, qui disait nous on est capable de les repérer. Et en fait, les mômes, par exemple, comme le môme qui a tué le chauffeur de taxi, on les voit, on le ressent. Et hop, on leur fait faire un stage chlorophylle. Il faut arriver à les sortir, c'est-à-dire les sortir des quartiers. Donc ça me va très bien. Moi, j'ai quand même une question à vous poser. Il y a la Colombie, qui est l'exemple majeur, les cartels de Medellín, etc. Eh bien, la Colombie a fait le choix. Elle est en train de sortir du problème. Mais elle a dit, OK, il y a 15% que nous n'arriverons jamais à combattre. Il faut juste accepter, d'une certaine manière, sans une acceptation trop publique, il faut juste accepter que cette partie-là, nous ne la combattrons pas. Est-ce que c'est ça la solution ? De dire, de s'attacher vraiment à l'essentiel, travail de fond social, au maximum, et de dire, de toute façon, c'est exactement ce que dit Cécile. Vous les enlevez de là, ils arriveront là. Est-ce qu'au fond, ce ne sont pas des offres inutiles ?
Oui, non, mais tu as raison dans ce que tu dis. Et Non, la c'est une Colombie, question, moi, la Colombie est un exemple flagrant. 70-80 jusqu'à 90 avec Ochoa, comment il s'appelle, Pablo Escobar, etc. C'est pareil. Petit voyou de quartier, tu sais, commence à dealer. Oui, puis en plus, ils font de la politique en le plus. narcotrafiquant. On engage dedans évidemment des flics, des magistrats qui sont corrompus, etc. Mais on risque d'en arriver à ça. C'est-à-dire comme au Mexique, comme en Colombie, ça s'est fait dans les années 80. Donc il y a un travail à faire sur la masse pour éviter effectivement qu'elle dérive totalement. Mais il y a un travail sociétal à faire qui est énorme. C'est intéressant ce que vous dites. Vous êtes en train d'expliquer qu'on peut corrompre des policiers et des juges comme en Colombie et au Mexique. Moi, je ne crois pas du tout. C'est arrivé, c'est arrivé sur les policiers. Pas massivement. Pas massivement, mais c'est arrivé. Mais en réalité, moi, je ne tirerai pas les mêmes conclusions du constat de Françoise. D'abord, je ne crois pas qu'il faut abandonner devant une catégorie qu'on estime irrécupérable. Et ensuite, entre la Colombie et l'Équateur, non pas que je souhaite le régime de l'Équateur sur le plan judiciaire en France, mais les résultats ont été radicaux. C'est Salvador, Pardon, Bruno Pomar, ce qui moi m'apparaît, c'est que ces gens n'ont pas de méthode et sont capables du pire et de repousser le pire. Il y a ceux qui veulent gagner un peu de l'argent en faisant un chouf pour gagner 100 balles, et il y a ceux qu'on impose, à qui on oblige à vendre de la drogue. Tous ces gamins aujourd'hui à qui on fait faire des vidéos horribles en disant si tu fais pas ça, on monte la vidéo que ce qu'on t'a. Voilà. Les endoctrines, de façon violente. Oui, mais on les viole même. Le problème c'est que dans la règle, il n'y a pas de règle en fait. C'est ça le problème. Il y a quand même une structure. C'est qu'il y a aussi de l'intimidation. Par exemple, tous ceux qui travaillent dans les ports, des menaces à leur famille. Oui. La toile d'araignée, elle est quand même très grande. Non mais le chantier est énorme. Si on veut régler le problème des stupes, c'est au niveau mondial, c'est les flux financiers qu'il faut travailler. On sait que c'est la Colombie qui produit 3000 tonnes de cocaïne par an. On sait que c'est le RIF au Maroc qui produit des tonnes et des tonnes. C'est énorme. Mais en même temps, quand vous voyez le roi du Maroc qui dit le cannabis, ça sert en fait pour les traitements médicaux, pour masquer un peu tout ça, mais en attendant, donc il y a un travail mondial à mener, déjà européen, avec les ports, qu'il faut arriver à maîtriser. Les flux financiers, ça il faut taper dessus. Rappelez-vous Al Capone. Moi, il a été coincé uniquement, il est sorti pour fraude fiscale. Donc je pense qu'il y a plein de possibilités, et on a, je pense, des gens de qualité aux douanes, à la police et autres, pour essayer de trouver une réponse, mais c'est une réponse globale, et pas avec des services qui se tirent la bourre, qui essaient de se ramener la bonne affaire. La réponse judiciaire aussi possible. La CJ aussi, bien sûr. Mais est-ce qu'avec l'état de droit actuel, c'est-à-dire ils ont des recours et de très bons avocats, comme ils ont beaucoup d'argent, le trafic de stupes, est-ce qu'on peut gagner la guerre contre la drogue avec l'état de droit sans modifier profondément les lois? Il faut que nos politiques soient un peu plus couillus, quoi, c'est tout. Quoi, par exemple? On a tout. Couillus, c'est d'appliquer les règles, de mettre des équipes. Les policiers attendent que ça. Excusez-moi, mes copains des stupes et compagnie, tu leur dis, ils les connaissent tous ces connards-là. Je veux dire. Moi, je suis après assez frappé par ce que vous dites, parce que je vois que l'Italie, qui est un grand pays de droit, contrairement à ce qu'on passe, aussi grand que le nôtre, voire plus. Avec les repentis, ils n'ont absolument pas changé, ils n'ont pas touché à l'état de droit, ils ont changé de méthode grâce à Falcone. Les repentis, ça commence avec Falcone. Et puis ils saisissent. Vous avez d'ailleurs dans la brigade financière, c'est très drôle, parfois à Rome, je les vois passer, vous avez la brigade des stupes, ils roulent en Lamborghini. C'est absolument génial. Vous avez Polizia Nazionale, ils sont en Lamborghini parce qu'ils ont piqué les Lamborghini. Oui, sauf qu'en France, c'est possible, sauf qu'on n'a pas les moyens de payer l'essence. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'Italie n'a pas touché. L'Italie n'a pas touché à son état de droit. C'est une très grande constitution, bien plus subtile d'ailleurs que la nôtre, la constitution italienne. Et ils ont réussi à avoir des résultats que nous n'avons pas. Donc peut-être qu'on pourrait s'en inspirer. Bruno, mais on a les capacités, encore une fois. On a des services qui ont été augmentés. Darmanin a fait des choses, mine de rien. On n'a pas réglé les problèmes, mais l'OFAS a augmenté ses effectifs. Les OPJ aussi sont en nombre dans ces secteurs-là, à proprement parler. On a vraiment de la matière pour pouvoir régler ce problème, moi j'en suis persuadé. Merci beaucoup. Et puis l'Italie avait des personnalités exceptionnelles. Et nous on en a aussi, vous inquiétez pas. Exceptionnels. À part Bruno Pomar. On a des personnalités exceptionnelles. Merci beaucoup Bruno Pomar, merci beaucoup Françoise Degois, merci beaucoup Philippe Bilger et Philippe David. Dans un instant, vous allez évoquer la citoyenneté, parce que ça c'est un sujet important. Les vraies voix citoyennes et les quinquagénaires, est-ce qu'on en parle assez? On aura deux invités exceptionnels, Valérie Trierweiler et vous mentez.
Oh bah attendez, vu ce que vous m'avez écrit l'autre jour, je peux bien me venger un peu quand même. Valérie Trierweiler et Constance Vergara qui viennent de co-écrire un livre, C'est pour une amie. Et ensuite on parlera de C'est qui le patron. Vous savez, les produits qui rémunèrent mieux les agriculteurs, avec Nicolas Chaban. Allez, on vous souhaite une bonne émission et avec Philippe David, on se retrouve demain à 17h avec Les Vraies Voix. Passez une belle soirée, salut. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.